Nous n'avons jamais eu autant d'informations, jamais eu autant d'outils, et pourtant, jamais eu autant de mal à nous concentrer. Lire un article jusqu'au bout, regarder une vidéo sans regarder son téléphone, écouter quelqu'un sans penser à autre chose. Tout cela devient difficile. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un phénomène collectif. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi notre attention est devenue une ressource rare. Nous verrons comment notre société la fragmente et quelles sont les conséquences sur notre cerveau, nos relations et notre capacité à penser en profondeur. Comprendre ce problème, ce n'est pas rejeter le monde moderne, c'est apprendre à y vivre avec plus de lucidité. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir que l'on possède tous, mais qu'on utilise souvent sans vraiment le comprendre, notre attention. Vous avez déjà eu l'impression que votre cerveau était une passoire? Que vous aviez du mal à rester concentré sur une seule tâche? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir comment notre attention fonctionne, pourquoi elle semble s'épuiser si vite, et on va démolir un grand mythe, celui du multitâche. Alors, prêt à reprendre le contrôle de votre concentration? C'est parti. Pour bien comprendre, imaginez que votre attention est comme une lampe de poche. Vous pouvez soit éclairer une petite zone avec une lumière très intense, soit diffuser une lumière plus faible sur une zone beaucoup plus large. Quand vous êtes super concentré sur un livre, c'est le faisceau intense. Quand vous marchez dans la rue, en écoutant les bruits autour de vous, c'est le faisceau large. Scientifiquement, on parle de deux systèmes. Le premier, c'est le système top-down ou volontaire. C'est vous qui décidez de diriger votre attention. Par exemple, quand vous choisissez de vous concentrer sur ce que je dis. Le deuxième, c'est le système bottom-up ou involontaire. C'est quand quelque chose dans votre environnement capte votre attention sans que vous le vouliez. Un bruit soudain, une notification sur votre téléphone. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres pour repérer les dangers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers sont devenus des notifications Instagram et des emails. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent épuisé mentalement? Eh bien, votre attention n'est pas une ressource infinie. Pensez-y comme à une batterie de téléphone. Chaque décision que vous prenez, chaque information que vous traitez, chaque distraction que vous ignorez, ça consomme un peu de cette batterie. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle ou la fatigue cognitive. C'est pour ça qu'après une longue journée de travail, où vous avez dû vous concentrer intensément, vous avez juste envie de vous affaler sur le canapé et de ne plus penser à rien. Votre cerveau n'en peut plus. Chaque fois que vous résistez à la tentation de regarder votre téléphone, vous utilisez de l'énergie mentale. Chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, vous consommez aussi de l'énergie. Notre monde moderne est un véritable champ de mine pour notre attention. Les open space, les notifications constantes, le flux infini des réseaux sociaux, tout est conçu pour solliciter en permanence notre système d'attention involontaire et drainer notre précieuse batterie. Et ça nous amène directement au grand mythe du multitâche. On nous a fait croire qu'être capable de faire plusieurs choses en même temps était un signe d'efficacité. Eh bien, c'est totalement faux. Notre cerveau n'est pas conçu pour faire plusieurs tâches complexes simultanément. Ce qu'on appelle multitâche, c'est en réalité du changement de tâche rapide. Votre cerveau ne fait pas deux choses en même temps. Il saute très vite de l'une à l'autre. Et chaque saut a un coût. Imaginez que vous jonglez avec des balles. Si vous ajoutez de plus en plus de balles, vous allez finir par tout faire tomber. C'est pareil pour votre cerveau. Chaque fois que vous passez de votre rapport à vos emails, puis à une conversation avec un collègue, votre cerveau doit se réorienter, se rappeler où il en était. Cette gymnastique mentale est extrêmement coûteuse en énergie et en temps. Des études ont montré que ce changement constant peut réduire votre productivité jusqu'à 40% et augmenter considérablement le risque d'erreur. En gros, en essayant d'être plus productif, vous devenez en fait moins efficace et plus stressé. Le multitâche, c'est l'ennemi de la concentration profonde, ce fameux état de flow où l'on est totalement immergé dans ce qu'on fait et où l'on est le plus créatif. Alors, comment on fait pour recharger notre batterie attentionnelle et la protéger?
La première chose, c'est de reconnaître que l'attention est une ressource limitée et précieuse. Il faut la gérer comme on gère son temps ou son argent. Une des techniques les plus efficaces, c'est de travailler par bloc de temps. La méthode Pomodoro, par exemple, vous travaillez intensément pendant 25 minutes sans aucune distraction, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Pendant la pause, vous faites quelque chose de complètement différent. Vous vous étirez, vous regardez par la fenêtre, mais surtout, vous ne consultez pas vos emails ou vos réseaux sociaux. C'est crucial de laisser votre cerveau se reposer vraiment. Ces pauses régulières permettent à votre batterie de se recharger un peu. Une autre astuce, c'est de créer un environnement sans distraction. Mettez votre téléphone en mode avion et dans une autre pièce quand vous devez vous concentrer. Fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur. Si vous travaillez en open space, mettez un casque, même sans musique, pour signaler que vous ne voulez pas être dérangé. Vous créez ainsi une bulle de concentration. Et pour le long terme, il faut prendre soin de votre cerveau. Le sommeil est absolument fondamental. C'est pendant la nuit que votre cerveau se nettoie et que votre batterie attentionnelle se recharge complètement. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité et non négociable si vous voulez être concentré le lendemain. L'alimentation joue aussi un rôle. Un cerveau bien nourri fonctionne mieux. Enfin, la méditation de pleine conscience est un outil incroyablement puissant. C'est comme faire de la musculation pour votre attention. En vous entraînant à ramener doucement votre esprit sur votre respiration, chaque fois qu'il s'égare, vous renforcez littéralement les circuits neuronaux de l'attention volontaire. Quelques minutes par jour suffisent pour voir des bénéfices. Ça vous apprend à mieux gérer les distractions internes, comme les pensées parasites et externes. Et n'oubliez pas de passer du temps dans la nature. Une simple balade dans un parc peut avoir un effet réparateur incroyable sur notre capacité de concentration. La nature sollicite notre attention de manière douce, sans l'agresser, ce qui permet à nos ressources de se restaurer. En résumé, arrêtez de vous blâmer si vous avez du mal à vous concentrer. Notre environnement est conçu pour nous déconcentrer. La clé, c'est de devenir proactif. D'abord, comprenez que votre attention est comme une batterie fragile. Ensuite, abandonnez l'idée de faire plusieurs choses à la fois. Le multitâche est un piège. Privilégiez le monotâche et le travail en profondeur. Pour y arriver, aménagez votre environnement pour limiter les distractions au maximum. Utilisez des techniques comme le Pomodoro pour travailler en sprint de concentration, suivi de vraies pauses. Et enfin, prenez soin de votre cerveau sur le long terme avec un bon sommeil, une bonne alimentation et des pratiques comme la méditation. En appliquant ces conseils, vous n'allez pas seulement améliorer votre concentration, vous allez aussi réduire votre stress, augmenter votre productivité et retrouver le plaisir de faire les choses au mot à fond. Votre attention est votre bien le plus précieux, alors protégez-la. On vit dans un monde où notre attention est devenue la ressource la plus convoitée. Chaque application, chaque réseau social, chaque site web se bat pour en obtenir un morceau. Bienvenue dans la société de la sollicitation permanente. On va décortiquer les mécanismes qui nous tiennent en haleine, des notifications incessantes au flux d'informations infinies, et voir comment cette urgence constante est fabriquée de toutes pièces. Et surtout, on cherchera des pistes pour reprendre le contrôle. Commençons par le plus évident, les notifications. Ces petits signaux sonores, visuels ou vibrants qui ponctuent nos journées. Au départ, c'était une idée géniale, un moyen pratique d'être informé de ce qui est important. Un email urgent, un message d'un proche, un rappel de rendez-vous. Mais aujourd'hui, c'est une véritable cacophonie numérique. Chaque application que vous installez vous demande la permission de vous envoyer des notifications. Et on accepte souvent, sans trop y penser. Le résultat, votre téléphone devient une machine à vous interrompre. Une nouvelle promotion sur votre site d'achat préféré, un like sur votre dernière photo, une actualité brûlante qui, 5 minutes plus tard, n'a plus aucune importance. Le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour réagir à ces signaux. Chaque notification, c'est la promesse d'une récompense potentielle, un message agréable, une information intéressante, une validation sociale. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense activé par la dopamine. Les concepteurs d'applications le savent très bien. Ils utilisent ce mécanisme pour nous rendre accros, pour nous faire revenir encore et encore
C'est le principe des machines à sous appliqué à votre vie numérique. Vous tirez le levier, c'est-à-dire que vous consultez votre téléphone sans savoir ce que vous allez obtenir, mais en espérant une récompense. Cette fragmentation constante de notre attention a un coût énorme. Vous êtes en train de lire un livre, bip. Vous discutez avec un ami, bip. Vous essayez de vous concentrer sur un dossier complexe au travail, bip. Chaque interruption, même la plus brève, brise notre concentration. Des études ont montré qu'il faut en moyenne plus de 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal après avoir été interrompu. Faites le calcul sur une journée. C'est colossal. On passe notre temps à sauter d'une tâche à l'autre, sans jamais vraiment approfondir quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le multitasking, ou multitâche, mais en réalité, notre cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il bascule très rapidement de l'une à l'autre, ce qui est épuisant et terriblement inefficace. Ce bombardement constant nous place dans un état de semi-alerte permanent. On est toujours un peu sur le qui-vive, en attente de la prochaine sollicitation. Cela génère du stress, de l'anxiété, et peut même conduire à l'épuisement, le fameux burn-out numérique. On a l'impression d'être débordé, de devoir être partout à la fois, de peur de manquer quelque chose d'important. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Mais les notifications ne sont qu'une partie du problème. Elles sont la porte d'entrée vers un monde encore plus vaste et plus captivant, celui des flux continus. Pensez à votre fil d'actualité sur Instagram, TikTok, Facebook ou même YouTube. Vous faites défiler encore et encore. Il n'y a pas de fin. C'est conçu comme ça. C'est le principe du scrolling infini. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours une nouvelle vidéo à regarder, une nouvelle photo à aimer, un nouvel article à lire. Cette conception n'est pas un hasard. Elle exploite une autre de nos faiblesses psychologiques, notre aversion pour le vide et notre désir de nouveauté. Le flux infini nous promet une stimulation constante, un flot ininterrompu de petites gratifications. L'algorithme, qui apprend à nous connaître mieux que nous-mêmes, nous propose un contenu parfaitement calibré pour capter notre attention. Des vidéos de chats mignons, des recettes de cuisine rapide, des extraits de films, des polémiques, un cocktail sur mesure pour nous maintenir engagés le plus longtemps possible. Le résultat, c'est qu'on peut passer des heures à scroller sans même s'en rendre compte. On ouvre l'application pour juste 5 minutes et 1 heure plus tard, on y est encore. On a perdu la notion du temps, absorbé par ce flux hypnotique. C'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose, lire, faire du sport, discuter avec nos proches ou simplement ne rien faire, laisser notre esprit vagabonder. Cet ennui, si souvent redouté, est pourtant essentiel à la créativité et à l'introspection. En le comblant systématiquement avec du contenu, on se prive d'une part importante de notre vie intérieure. L'algorithme nous montre ce qu'il pense que nous aimons, ce qui renforce nos opinions existantes et nous expose de moins en moins à des points de vue différents. On finit par avoir une vision déformée de la réalité, où tout le monde semble penser comme nous. Cela polarise le débat public et rend le dialogue de plus en plus difficile. Le pire, c'est que ce contenu est souvent de faible qualité. C'est du fast food pour le cerveau, facile à consommer, immédiatement satisfaisant, mais sans grande valeur nutritive. On consomme des centaines d'informations par jour, mais que retient-on vraiment à la fin? Très peu de choses. On survole, on picore, mais on n'approfondit plus. Notre capacité de lecture longue et concentrée s'atrophie. Et pour couronner le tout, il y a le troisième pilier de cette société de la sollicitation. L'urgence artificielle. Tout est présenté comme étant urgent, à ne surtout pas manquer. Offre limitée dans le temps, plus que 3 articles en stock, regardez avant que ce ne soit supprimé. Les emails professionnels qui arrivent à 22h avec la mention urgent. Les chaînes d'infos en continu qui tournent en boucle sur le même événement avec des bandeaux alerte info. Cette culture de l'immédiateté crée un sentiment de pression constant. On a l'impression qu'on doit répondre tout de suite, agir tout de suite, savoir tout de suite. Le droit à la déconnexion, pourtant inscrit dans la loi pour les salariés, est souvent bafoué. On se sent coupable de ne pas répondre à un email le soir ou le week-end. Cette urgence est, dans la grande majorité des cas, une construction. C'est une technique marketing pour nous faire acheter, une technique de management pour nous faire travailler plus, une technique éditoriale pour nous faire cliquer.
Très peu de choses dans la vie sont réellement urgentes. Mais à force d'être bombardé de fausses urgences, on perd notre capacité à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Tout devient prioritaire, donc plus rien ne l'est. On finit par gérer notre vie, non pas en fonction de nos propres objectifs et de nos valeurs, mais en fonction des sollicitations extérieures. On est en mode réactif, pas en mode proactif. On éteint des incendies toute la journée, au lieu de construire quelque chose de solide sur le long terme. Alors, que faire ? Est-on condamné à être les marionnettes de nos propres technologies ? Non, bien sûr que non. La première étape, et c'est la plus importante, c'est la prise de conscience. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ensuite, on peut mettre en place des actions concrètes. Pour les notifications, c'est simple. Faites le ménage. Allez dans les réglages de votre téléphone et désactivez toutes les notifications qui ne sont pas absolument essentielles. Gardez les messages de vos proches, peut-être vos emails professionnels si nécessaire, mais coupez tout le reste. Vous serez surpris du calme et de la sérénité que cela procure. Vous n'avez pas besoin de savoir en temps réel que quelqu'un a aimé votre photo. Vous le verrez la prochaine fois que vous ouvrirez l'application de votre propre chef. Concernant les flux infinis, fixez-vous des limites. Utilisez les fonctions de bien-être numérique de votre téléphone pour définir des durées d'utilisation maximales pour certaines applications. Décidez consciemment. Je vais sur Instagram pendant 15 minutes et mettez un minuteur. Quand il sonne, arrêtez-vous. Remplacez le scrolling passif par une consommation active. Au lieu de vous laisser porter par le flux, cherchez des créateurs ou des contenus qui vous intéressent vraiment. Abonnez-vous à des newsletters de qualité plutôt que de subir les flux des réseaux sociaux. Enfin, pour contrer l'urgence artificielle, apprenez à différer. Ce n'est pas parce qu'un email arrive qu'il faut y répondre dans la minute. Planifiez des moments dans votre journée pour consulter et traiter vos messages, plutôt que de le faire en continu. Rappelez-vous que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous ne répondez pas instantanément. Redéfinissez vos propres priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, aujourd'hui, cette semaine, cette année ? Concentrez votre énergie là-dessus. L'idée n'est pas de rejeter la technologie en bloc et de partir vivre dans une cabane sans connexion. Ces outils sont formidables et peuvent nous apporter énormément. L'enjeu est de passer d'une relation de soumission à une relation de maîtrise. Utilisez la technologie comme un outil au service de nos objectifs et non comme un maître qui dicte notre emploi du temps et vole notre attention. Cela demande un effort conscient, une forme de discipline numérique. Mais la récompense est immense. Retrouver du temps, de la concentration, de la sérénité et finalement un peu de liberté dans un monde qui cherche constamment à nous l'apprendre. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement vidé, mentalement, après une journée passée à jongler entre les emails, les notifications et les réunions en ligne ? Vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on appelle la fatigue cognitive et c'est un vrai défi pour notre cerveau moderne. On a l'impression d'avoir couru un marathon, mais sans avoir bougé de notre chaise. Cette sensation d'épuisement n'est pas juste dans notre tête. Notre cerveau consomme une quantité énorme d'énergie et quand on le surcharge d'informations et de tâches multiples, il finit par saturer. Pensez à votre cerveau comme à un muscle. Si vous le sollicitez sans arrêt, sans lui laisser le temps de récupérer, il fatigue. C'est exactement ce qui se passe quand on passe des heures à scroller sur les réseaux sociaux ou à enchaîner les visioconférences. Chaque petite décision, chaque changement de focus, chaque nouvelle information à traiter puise dans nos réserves d'énergie mentale. Au bout d'un moment, la batterie est à plat et les conséquences se font vite sentir. On devient plus irritable, moins patient et même les tâches les plus simples nous semblent insurmontables. C'est un signal d'alarme que notre cerveau nous envoie, nous suppliant de ralentir un peu. Cette fatigue mentale a un autre effet pervers. Elle rend la concentration extrêmement difficile. Vous essayez de lire un rapport important, mais votre esprit s'évade toutes les 2 minutes. Vous commencez à rédiger un email, puis vous vous retrouvez soudainement à regarder des vidéos de chats. Ça vous parle ? C'est parce que notre capacité d'attention est une ressource limitée. Quand elle est épuisée par un bombardement constant de stimuli,
Se concentrer sur une seule tâche devient une véritable épreuve de force. Notre environnement numérique est conçu pour nous détourner. Les notifications, les pop-up, les flux d'actualité infinis, tout est fait pour capter notre attention, ne serait-ce que pour quelques secondes. À force, notre cerveau s'habitue à ce mode de fonctionnement fragmenté. Il perd l'habitude de se plonger dans une concentration profonde et prolongée, ce qu'on appelle le deep work. On se contente alors de survoler les informations, de passer d'une chose à l'autre sans jamais vraiment approfondir. Le problème, c'est que la créativité, la résolution de problèmes complexes et l'apprentissage véritable nécessitent précisément cette concentration que nous sommes en train de perdre. Et le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau, même fatigué, se met à rechercher activement encore plus de stimulation. C'est un cercle vicieux. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes épuisé mentalement, votre premier réflexe est souvent de prendre votre téléphone? On cherche une dose rapide de distraction, une petite récompense facile pour notre cerveau surchargé. C'est la fameuse recherche de dopamine, ce neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense. Les réseaux sociaux, les jeux, les vidéos courtes sont des maîtres en la matière. Ils nous offrent un flux constant de nouveautés, de likes, de commentaires qui déclenchent de petites décharges de dopamine. Notre cerveau en devient accro. Il s'habitue à ces récompenses instantanées et a de plus en plus de mal à s'engager dans des activités qui demandent un effort à plus long terme, comme lire un livre ou apprendre une nouvelle compétence. On se retrouve piégé dans un cycle où l'on est à la fois fatigué et incapable de déconnecter, toujours en quête de la prochaine stimulation rapide. Alors, comment sortir de cette spirale? La première étape, c'est d'en prendre conscience, reconnaître les signes de la fatigue cognitive et comprendre les mécanismes en jeu. Ensuite, il est crucial de s'aménager de vraies pauses, loin des écrans. Allez marcher, écoutez de la musique, méditez ou ne faites simplement rien du tout. Laissez votre esprit vagabonder sans but. Entraînez votre muscle de l'attention en vous fixant des périodes de travail sans aucune distraction. Désactivez les notifications inutiles, fermez les onglets superflus. Réapprenez à votre cerveau le plaisir de l'ennui et le goût de la concentration profonde. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel pour préserver notre bien-être mental et notre efficacité à long terme. Prendre soin de son cerveau, c'est aussi important que de prendre soin de son corps. Vous est-il déjà arrivé de discuter avec quelqu'un tout en sentant que la conversation restait en surface, sans jamais vraiment aller en profondeur? C'est un sentiment de plus en plus courant. On échange des banalités, on survole les sujets, mais on n'aborde que rarement ce qui compte vraiment. C'est un peu comme si on avait peur de plonger, de peur de se noyer dans la complexité des émotions ou des idées des autres. On reste dans la zone de confort, celle des discussions légères et sans engagement. Mais à force de rester en surface, on finit par oublier comment nager dans les eaux profondes des vraies connexions humaines. Ce phénomène s'accompagne d'un autre problème majeur. On écoute de moins en moins. Pensez à votre dernière conversation. Écoutiez-vous vraiment pour comprendre ou attendiez-vous simplement votre tour pour parler? Dans notre monde hyper connecté, on est bombardé d'informations, de notifications, de sollicitations. Notre attention est devenue une ressource rare et précieuse. Quand on discute, notre esprit est souvent déjà ailleurs, en train de penser à la réponse parfaite, au tweet qu'on va poster ou au prochain point à aborder. L'écoute active, celle qui consiste à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent, est devenue un art en voie de disparition. On entend les mots, mais on ne perçoit plus l'intention, l'émotion, le message caché derrière. Cette incapacité à écouter et à avoir des discussions profondes nourrit un mal encore plus grand, la polarisation. Les réseaux sociaux et les algorithmes nous enferment dans des bulles de filtre où l'on ne voit que des opinions qui confirment les nôtres. On suit des gens qui pensent comme nous, on lit des articles qui valident nos croyances. Progressivement, l'autre, celui qui pense différemment, devient un adversaire, un ennemi. Le débat d'idées se transforme en une bataille de clans. Il n'y a plus de terrain d'entente possible, seulement des camps opposés qui se crient dessus sans jamais s'écouter. C'est le triomphe du nous contre eux
une vision du monde simpliste et dangereuse qui fracture nos sociétés. Et au cœur de cette polarisation, il y a la perte de la nuance. Dans un monde qui exige des réactions instantanées et des prises de position tranchées, la complexité n'a plus sa place. Une idée est soit géniale, soit horrible. Une personne est soit un héros, soit un monstre. Le gris n'existe plus, tout est en noir et blanc. On simplifie à l'extrême des problèmes qui sont, par nature, incroyablement complexes. On oublie que la vérité se trouve souvent quelque part entre les deux extrêmes. Cette perte de nuance nous appauvrit intellectuellement et nous empêche de trouver des solutions constructives aux défis auxquels nous sommes confrontés. On préfère les slogans chocs aux analyses approfondies, les jugements hâtifs à la réflexion patiente. Alors, comment sortir de cette spirale? Peut-être en commençant par de petites choses. La prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, essayez de poser votre téléphone. Essayez de vraiment écouter, sans penser à ce que vous allez répondre. Osez poser des questions qui vont au-delà de la surface. Cherchez à comprendre un point de vue différent du vôtre, même si vous n'êtes pas d'accord. Réapprenons à débattre avec respect, à accepter la complexité et à valoriser la nuance. C'est un effort, c'est certain, mais c'est peut-être le seul moyen de reconstruire les ponts que nous avons brûlés et de retrouver ce qui fait la richesse de nos interactions, l'humanité. Vous avez l'impression que votre cerveau est une passoire, que vous ne pouvez plus vous concentrer plus de 30 secondes? Rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. On va voir ensemble comment retrouver notre précieuse attention, pas à pas. Oubliez les grandes résolutions impossibles à tenir. La clé, ce sont les micro-changements. Par exemple, au lieu de prendre votre téléphone dès le réveil, attendez ne serait-ce que 5 minutes. 5 petites minutes pour laisser votre cerveau émerger tranquillement. Quand vous travaillez, essayez la technique du Pomodoro. 25 minutes de concentration intense, puis une pause de 5 minutes. Ce n'est pas grand-chose, mais ces petites victoires s'accumulent et renforcent votre muscle de l'attention. Un autre micro-changement simple, désactivez les notifications non essentielles. Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir tout de suite que quelqu'un a aimé votre photo? Probablement pas. Chaque petite interruption est un caillou dans l'engrenage de votre concentration. En les supprimant, vous fluidifiez le mécanisme. Maintenant, parlons de notre rapport au temps. On vit dans une culture de l'immédiateté. On veut tout de suite. Cette impatience chronique est l'ennemi juré de l'attention profonde. Pour la contrer, il faut réapprendre à attendre. La prochaine fois que vous faites la queue, résistez à la tentation de sortir votre téléphone. Observez autour de vous, laissez vos pensées vagabonder. Cet ennui apparent est en fait un terreau incroyablement fertile pour la créativité et la réflexion. Essayez de vous lancer dans des activités qui demandent du temps et de la patience. Lire un long roman, apprendre à jouer d'un instrument, jardiner. Ces activités nous enseignent que les choses qui ont de la valeur prennent du temps à se construire, tout comme notre capacité de concentration. C'est un changement de mentalité radical, passer de consommateur de contenu rapide à créateur patient. Et tout ça nous amène à un point crucial, l'importance du calme. Notre environnement est saturé de bruit, pas seulement sonore, mais aussi visuel et informationnel. Notre cerveau n'a jamais de répit. Pour retrouver de l'attention, il faut activement rechercher le silence et le calme. Ça peut être aussi simple que de marcher 15 minutes dans un parc sans écouteurs, ou de s'asseoir chez soi sans musique, sans écran, et juste être. Au début, ça peut paraître inconfortable, voire angoissant. C'est normal, c'est le symptôme du sevrage de la stimulation constante. Mais persévérer, c'est dans ces moments de calme que votre cerveau se répare, qu'il consolide les informations et qu'il se prépare à se concentrer à nouveau. La méditation est un outil formidable pour ça. Même 5 minutes par jour peuvent faire une différence spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de devenir un moine zen, juste de vous offrir régulièrement des oasis de tranquillité dans le désert de la distraction moderne. Alors, pour résumer, commencez petit avec des micro-changements. Rééduquez votre rapport au temps en cultivant la patience et faites de la place au calme dans votre quotidien. Ce n'est pas une course, mais un marathon.
Chaque pas compte. Si ce sujet vous parle et que vous voulez d'autres astuces pour mieux naviguer dans notre monde hyper connecté, dites-le moi en commentaire. Quelle est la première petite habitude que vous allez essayer de mettre en place? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.